Bienvenue dans la deuxième partie du débat consacré à l'attaque chimique qui a fait 86 morts, dont 30 enfants à Khan Cheikhoun, dans le nord-ouest de la Syrie. Donald Trump a haussé le ton contre le régime syrien hier. Le président a affirmé que son attitude vis-à-vis d'Assad avait changé et que l'attaque ne pouvait pas rester impunie. Les États-Unis reprochent à Moscou justement son soutien au régime syrien. L'option d'une action militaire américaine en Syrie n'est pas écartée, selon un haut responsable de l'administration Trump. Alors, y a-t-il un virage dans la diplomatie américaine à l'égard du président syrien? Si oui, peut-il se traduire par une intervention militaire? Allons-nous connaître une sorte de sursaut diplomatique? Je vous propose tout de suite d'écouter Nikki Haley. Elle est ambassadeur américaine à l'ONU et c'était hier en pleine réunion du Conseil de sécurité à New York. Nous savons que si rien n'est fait, ces attaques vont se poursuivre. Assad n'a pas de raison d'arrêter d'utiliser des armes chimiques tant que la Russie continue de protéger son régime de toute sanction. Encore et encore, la Russie utilise le même discours mensonger pour détourner l'attention de leurs alliés à Damas. Annick Cizel, c'est un ton nouveau, il faut le dire, non, de la part de Nikki Haley. Elle est tout de même extrêmement véhémente. Elle parle presque effectivement d'une intervention militaire possible. Et elle dit exactement le contraire de ce qu'elle a dit 2 jours avant, où effectivement, en sa qualité de représentante du gouvernement américain, elle disait soutenir la pérennité du régime Assad. Donc clairement, c'est un choc. C'est une réaction peu préparée de la part des États-Unis. C'est une réaction attendue, sans doute, traditionnellement de la part des États-Unis de défense des droits humains au Conseil de sécurité de l'ONU, beaucoup moins attendu depuis l'élection de Donald Trump et beaucoup moins attendu dans les discours que nous avions entendus jusqu'à présent, même si le président Trump, sur le perron de la Maison-Blanche avec le roi Abdallah de Jordanie, en rappelait à la défense de la civilisation et des principes, je le cite, et des principes donc de civilisation mondiaux. Il n'utilise pas dans sa rhétorique les droits humains, mais en appelle à un certain nombre de principes qui, selon lui, auraient été bafoués, effectivement. On n'est pas dans un coup de bluff, là, de Donald Trump? Alors, on est dans une rhétorique très forte, très affirmée, et on est dans l'animal politique Donald Trump. C'est ainsi qu'il s'exprime. On est aussi dans une façon de mener la politique qui me rappelle beaucoup ce qu'on appelait dans les années 50 le brinkmanship. C'est-à-dire, il pousse, que ce soit la Corée du Nord, que ce soit la Syrie aujourd'hui, dans une rhétorique, il pousse au bord du gouffre, menaçant une intervention militaire. Il l'a dit que si personne d'autre ne veut y aller, il était prêt à y aller unilatéralement, ce qui ne veut pas dire qu'il va y aller. C'est un discours, effectivement, qui fait monter en puissance les États-Unis sur le papier, qui, après, a pour but d'intimider et d'essayer d'influencer les choses sans nécessairement vouloir dire qu'il va déployer plus de forces au sol que les forces spéciales qui sont déjà présentes en Syrie. Bertrand Badi, est-ce que cette attaque chimique est une sorte de nouvelle ligne rouge qui aurait été franchie par le régime syrien? Est-ce que c'est ce que signifie Donald Trump? Alors, il y a 2 éléments. Il y a un élément qui, effectivement, peut être tenu pour alarmant, c'est que Trump, dans sa rhétorique, se soit opposé directement à la pratique de Barack Obama en août 2013, en disant « il m'a laissé Metz, un foutoir pas possible ». Oui, il a beaucoup critiqué pendant sa campagne. Donc, dans la sensibilité de cet homme, dénoncer de manière brutale son prédécesseur, c'est une façon de s'engager vers une nouvelle route. Deuxième élément, le logiciel Trump, c'est un logiciel qui est unilatéral, c'est-à-dire les intérêts des États-Unis d'abord, pas de multilatéralisme, pas de délibération globale. Donc effectivement, ça lui ressemblerait de lancer une attaque de manière tout à fait inopinée et non concertée. Donc ça, ce sont 2 éléments inquiétants. Pourquoi inquiétants? Parce que de Donc ce il pourrait type faire d'attaque, ce que Barack Obama n'a pas fait en 2013. Voilà. Alors, il faut quand même corriger cette impression par 2 éléments. Le premier élément, c'est que, comme M. Jordan le signalait fort justement, il est en pleine contradiction. Voilà un homme qui, il y a encore peu de temps, nous disait « ma priorité, c'est Daesh ». Bon, s'attaquer à Damas, c'est laisser de côté le dossier daéchien, c'est même d'un certain point de vue aller à son secours.
D'autre part, il reçoit à grands frais le maréchal Sissi. Le maréchal Sissi n'est pas un homme qui, Président pour être égyptien. séduit, a besoin que l'on frappe la Syrie. Il n'est pas si éloigné de ça de Bachar el-Assad. Et puis surtout, dernier élément, parce qu'il n'y a que ça qui compte, c'est est-ce que ce genre d'opération a une chance de succès ? Bon, se faire Ça, c'est plaisir, une question. certes, mais déboucher sur quelque chose de positif. Si c'était ainsi, ça se saurait depuis longtemps. Il n'y a pas une intervention de cette nature qui a abouti à quelque chose de favorable depuis 1989. Donc, si l'homme réfléchit, ce qui n'est pas gagné en ce qui concerne Trump, eh bien, effectivement, ça devrait l'inciter à s'abstenir. Oui, mais William Jordan, la France en a beaucoup voulu aux États-Unis de ne pas être intervenue militairement, justement, en 2013. Ouais, à faux. Vous êtes d'accord avec Bertrand Badi quand il dit de toute façon une opération militaire ne pourrait pas fonctionner? Oh non, pas du tout. Pas du ce que tout. disait l'équipe de Barack Obama, c'est-à-dire le risque de l'enlisement. Enfin, oui, c'est ça. Le traumatisme irakien. Cette logique, tout ça n'a pas du tout changé. À mon avis, la cible de cette pression menée actuellement par les Américains n'est pas le régime de Damas, mais c'est Moscou. C'est les Russes qui sont la cible de... Qui sont visés, vous pensez? Qui sont visés. Et c'est plutôt un message assez, peut-être indirect, aux Russes de dire OK, c'est à vous maintenant de recadrer les Syriens. Ça serait une menace, en fait. C'est une menace, mais réellement, une frappe militaire menée par les Américains en Syrie actuellement, depuis le déploiement des Russes sur le terrain, c'est pour moi totalement inconcevable. Si on frappe une cible ou des cibles syriennes, il y a un vrai risque que des Russes s'y trouvent et seraient des victimes d'une telle frappe. Et ça va déclencher une dynamique terrible si finalement on cherche à une issue diplomatique à cette crise. La crise... C'est trop risqué, vous dites, en fait. Finalement. Donc on laisse les civils tomber de... Voilà, Docteur Anas-Chaker, parce que la France avait reproché à Barack Obama de ne pas être intervenu au moment où il y avait franchissement de la ligne rouge parce qu'il y avait eu ce bombardement à l'époque en 2013, chimique. La preuve que la communauté internationale est impuissante. Elle est impuissante. Elle n'est pas capable d'arrêter l'agresseur. C'est quelque chose que ne peut pas concevoir en 2017. Donc, certes, en Bosnie, il y a eu quand même une guerre terrible qui est terminée par l'intervention des Américains. Mais moi, ma question, je suis le porte-parole des gens qui souffrent sur le terrain. Mais depuis 6 ans, mais vous ne pouvez pas imaginer la souffrance de la population. La Syrie, 10 millions des Syriens sont déplacés. C'est la moitié de la population. Donc vous attendiez à ce que Barack Obama, même en 2013, intervienne? Bien sûr, mais peu importe l'intervention. Moi, ce qui me concerne en tant que médecin, ce qui nous concerne, c'est épargner les civils. Pourquoi nous ne faisons rien pour les civils, les médecins, les civils? Pourquoi nous ne faisons rien? À part de discuter, et sur le plan stratégique, ça c'est bien, mais sur le terrain, ce ne sont que des paroles. La preuve, aujourd'hui, les bombardements continuent. Alors Bertrand Badi, c'est vrai que l'intervention militaire américaine en 2013 avait potentiel, avait ouvert une sorte d'espoir et la France l'attendait en se disant ça va peut-être effectivement rétablir la paix. Aujourd'hui, vous dites Trump pense peut-être que c'est une ligne rouge qui a été franchie dans cette attaque, mais il ne faut pas intervenir militairement en Syrie parce que c'est l'enlisement, ça ne résoudra pas le problème. Mais vous êtes chirurgien. Et quelquefois, oui, mais on sait fort bien en chirurgie qu'il y a des techniques opératoires qu'on ne maîtrise pas et dont l'usage risque de se révéler encore pire que le mal. C'est-à-dire que nous sommes... C'est trop tard, Bertrand Badi. Mais c'est pas seulement que c'est trop tard. Je ne suis pas pour l'intervention militaire, ni pour ni contre. C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est arrêtons d'agresser les civils. C'est tout. Comment trouver une solution? Je crois qu'on est depuis déjà un certain temps face à des
forme tout à fait nouvelle de conflictualité internationale, qui ne ressemble plus aux confrontations de puissances qui appartiennent à notre grammaire, à notre histoire, à notre culture, à notre mémoire. Oui, mais la Et coopération face- internationale, regardez à l'ONU, elle ne fonctionne pas non plus parce qu'il y a un droit de veto. Et Oui, qu'au non, mais final- ça c'est autre chose. Mais simplement, le simple fait de gérer un conflit et de tenter de lui trouver une solution. On ne peut plus maintenant procéder à la gestion de ces conflits comme on le faisait autrefois. Une nouvelle bataille de la Marne n'apporterait rien de fondamentalement nouveau pour soulager les souffrances énormes, immenses du peuple syrien. Donc une intervention militaire américaine, en fait, serait... Regardez le nombre n'apporterait rien, c'est ce que vous incroyable d'interventions militaires des vieilles puissances dans les conflits nouveaux. Elles se chiffrent par dizaines. Il y en a spectaculaires, d'autres dont on parle moins. Jamais une d'entre elles n'a pu aboutir à une solution du conflit. Alors, effectivement, il faut être très modeste, il faut être très humble Ouais, face à 50 cette guerres, situation. 300 000 C'est-à-dire morts. considérer que la recette n'est pas connue. On ne sait pas faire. Mais Comme est-ce on qu'on n'a n'est pas pas su capable faire, d'arrêter- non, mais on n'a pas su cibler- faire en Afghanistan. Bombarder les cibles militaires, ça c'est normal, ça ne me dérange pas, c'est la guerre. Mais pourquoi cibler les hôpitaux? Pourquoi cibler les écoles? Pourquoi cibler les mosquées et les qui marchés? oserait vous dire le Pourquoi? contraire? Mais pourquoi? Mais qui oserait vous dire ça le veut contraire? Pourquoi? Parce ça que veut c'est dire la logique des dictatures. La communauté internationale n'est plus capable d'arrêter l'agresseur. Donc il faut trouver une solution. Annick Je sais Cizel, pas. alors justement, cette nouvelle diplomatie de Trump, peut-être que pourrait-elle apporter si effectivement il décidait d'y aller militairement? C'est une possibilité, vous pensez? Alors, qu'il y aille militairement, je pense que la réponse, elle est au Pentagone. La réponse, elle est au niveau des militaires américains. Clairement, ils n'ont pas voulu y aller sous Obama. Je doute fort qu'ils souhaitent y aller aujourd'hui. Après, la vous décision pensez est pas? politique. Parce qu'au contraire, à la Après, limite... il peut y avoir une décision politique de leur demander d'intervenir. Mais Donc, si je c'est-à-dire via le Conseil de sécurité via le Conseil Conseil national de sécurité, effectivement, qui est en train de se resserrer, Ah, le Conseil national de sécurité américain. donc, américain, parlez du Conseil qui de est en train de sécurité se unique. mais qui est en train de se réformer. C'est-à-dire que on se focalise actuellement sur l'expulsion de Stephen Bannon Bannon, ouais. en tant que membre permanent de ce Conseil national de sécurité. On oublie du coup que des personnes qui avaient des personnalités, qui avaient leur place de droit depuis 1947, telles l'ambassadrice à l'ONU, telles le chef d'état-major des armées, ou le directeur du renseignement national, viennent enfin de récupérer leur siège permanent au Conseil national de sécurité américain. Ce qui laisse penser que cet organe créé en 1947 pour coordonner les politiques étrangères et de défense des États-Unis rentre dans une nouvelle phase d'activité. Je vais Et il chercher pourrait- une bonne nouvelle au milieu de tout ceci. C'est une bonne nouvelle. Alors, en quoi Euh, est-ce une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce que ça remet un peu de cohérence, de pragmatisme et potentiellement de professionnalisation, ce qui était la façon dont Donald Trump avait organisé son gouvernement. C'était son leitmotiv, je prends des professionnels de Goldman Sachs pour gérer le budget américain. Là, il semblerait qu'il revienne à ses fondamentaux. Alors justement, de ça serait une resserrer- diplomatie, pardonnez-moi de vous interrompre, proche de celle de Barack Obama. On sera Oui. dans la même Alors, veine, le même type de diplomatie. Quelles sont les alternatives? On est de Est-ce ça. qu'on est sur des lignes partisanes ou est-ce qu'on est sur les alternatives des relations internationales aujourd'hui et avec effectivement une volte-face ces derniers jours contre la Russie? Apparente, alors peut-être. Non, mais si je contre comprends la bien. Russie sur tous les fronts. C'est-à-dire quand le secrétaire d'État américain accuse les Russes à l'OTAN d'avoir agressé l'Ukraine, c'est une volte-face majeure par rapport au discours diplomatique de l'administration Trump Qui depuis voulait son se rapprocher élection. des Russes. Donc, il y a des raisons intérieures aussi de s'éloigner de la Russie pour des raisons de scandale intérieur aux États-Unis. Mais pour autant, je crois qu'on est en train d'assister à un réalignement dans l'urgence, mais beaucoup plus traditionnel, à une forme de normalisation des relations internationales vues depuis Washington. Je ne suis pas sûre que ce soit selon des lignes partisanes, mais peut-être un peu plus de bon sens, je dirais, par rapport à ce à quoi on a assisté ces semaines passées. William Jordan, donc on assiste pour vous aussi à un vrai virage finalement de cette diplomatie américaine, à la fois à l'égard de la Russie. La Russie resterait l'ennemi, alors Ouais. que Trump disait qu'il allait s'en rapprocher. Et la diplomatie à l'égard de la Syrie serait proche de celle de Barack Obama, qu'il avait beaucoup critiqué pendant la campagne. À mon avis, c'est peut-être le moment jamais saisir pour
pour voir s'il y a une vraie dynamique positive dans la supposée relation entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Il faut rappeler qu'en 2013, c'était la diplomatie menée directement entre les États-Unis et la Russie qui a réussi à résoudre la question des armes chimiques et qui désamorçait la crise en 2013. Alors c'est un accord qui avait été signé, y compris par la Syrie, mais manifestement qui n'est pas respecté. Non, maintenant, et sous, même si on parle des attaques d'une autre gaz, chlorine, ça c'est sûr que c'est la première fois depuis 2013 qu'on a évoqué la présence de sarin. Ce neurotoxique, ce gaz neurotoxique. C'est confirmé, mais par une équipe turque aujourd'hui. C'est une équipe turque qui confirme. Mais ce qui est important, c'est d'activer cet axe Moscou-Washington pour trouver encore une fois une solution. C'est à Washington, c'est à Donald Trump de persuader Vladimir Poutine que son allié, Bachar al-Assad, est allé trop loin. Et donc, c'est le moment de ressaisir le dossier, de réimposer une certaine discipline, de calmer le jeu et de respecter les accords et même d'être prêt à autoriser l'enquête menée par les responsables, l'OIAC, l'Organisation d'interdiction des armes chimiques, de se rendre en Syrie pour mener l'enquête nécessaire afin de, comme en 2013, pour calmer ce jeu. Pour calmer le jeu. Pour l'instant, Moscou dit non, Bertrand Badi, justement, à cette vérification sur place de l'utilisation des gaz chimiques dans le cadre de cette enquête. Oui, enfin, et le Moallem, le ministre des Affaires étrangères syrien, a dit oui, mais à des conditions un petit peu particulières. Je crois que je rejoins ce qu'a dit William Jordan il y a un instant, qui me paraît effectivement très important. Dans toute cette histoire, on sent Washington chercher Moscou, mais dans tous les sens du verbe chercher. C'est-à-dire, en gros, quelle est la rupture, la différence entre Obama et Trump ? Trump part sur une vision très nationaliste et bilatérale des relations internationales. C'est-à-dire la vieille idée de la connivence entre les deux grands, super grands, etc. C'est-à-dire une vision qui est assez proche de ce que la bipolarité avait porté et dont ne voulait pas Obama. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de contact réel entre Obama et Poutine. Là, l'idée est de chercher un face-à-face. Le grand problème dans cette affaire, c'est que Poutine a quand même beaucoup plus de ressources dans son jeu diplomatique sur la question syrienne que les États-Unis. C'est-à-dire, Poutine est en situation... Mais vous dites, il ne contrôle pas le petit frère, le fameux Bachar al-Assad. Il ne contrôle pas le petit frère, mais il a des alliés et il a quand même une présence sur le terrain. C'est-à-dire que la tutelle du grand est une chose extrêmement difficile, quasiment impossible aujourd'hui, mais la présence de la Russie sur le terrain syrien est une présence effective, avec des alliés avec lesquels Poutine a appris à négocier. La Turquie, dont on n'a pas assez parlé, l'Iran, le Hezbollah, etc. Quelles sont les cartes de Trump dans le jeu moyen-oriental aujourd'hui ? C'est pas l'alliance du Feld-maréchal Sisi qui va bouleverser la donne. Ce n'est même pas les ronds de jambes avec le prince Mohammed bin Salman qui a été reçu à la Maison-Blanche la semaine dernière qui vont véritablement rééquilibrer la capacité, la force de la Russie dans cette affaire. Donc effectivement, le jeu de Trump, c'est d'essayer peut-être à travers cette crise, de trouver les moyens de toucher son partenaire et de construire quelque chose qui ressemble effectivement beaucoup à ce qui s'est passé en août 2013, c'est-à-dire la crise d'août 2013, ça a été septembre 2013, la négociation russo-américaine. Juste un mot, docteur Anas Chaker, on a pratiquement plus le temps. Juste un mot, est-ce que vous voyez poindre tout de même un espoir à l'horizon ? Parce que je constate que la question humanitaire passe au deuxième plan.
Voilà, c'est toujours l'enjeu géopolitique qui prime. Et la vie humaine, malheureusement, en 2017, n'a plus de valeur. La preuve, on constate toujours le ciblage des hôpitaux et de la population civile. Voilà, c'est regrettable. Et ça fait 5 ans que ça dure. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Restez avec nous tout de suite, un œil sur les médias. Anthony Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir, vous allez bonsoir nous à parler tous. de l'attaque chimique de Khan Cheikhoun en Syrie qui a suscité, dont on parlait à l'instant, et qui a suscité bien sûr beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux. Oui, dans le monde entier, des photos, des vidéos de civils asphyxiés qui ont beaucoup ému. Et comme souvent, ce sont aussi les dessinateurs qui ont exprimé leurs émotions à travers leurs dessins, à commencer par exemple par le français Noder qui publiait sur Twitter ce dessin où on voit justement un petit ours en peluche avec ce gaz et cette ombre de Bachar el-Assad. Même idée aussi développée par le dessinateur Molina du Nicaragua. Cette poupée recouverte elle aussi d'un masque à gaz, car en effet des autopsies en Turquie ont révélé qu'il s'agissait d'une attaque chimique. Si la nature du gaz, elle n'a pas encore été déterminée, c'est vrai que plusieurs sources, dont MSF, estiment qu'il pourrait s'agir de gaz sarin. Ce qui a aussi inspiré le dessinateur israélien chez Sharka, qui on voit Bachar el-Assad qui diffuse justement du gaz sarin, parce que le régime syrien a certes nié toute implication, mais c'est lui qui est pointé du doigt. Des enfants de toute façon condamnés pour le dessinateur Kark, soit condamnés à mourir sur les plages parce qu'il fuit la guerre, soit sous le gaz d'une arme chimique. Autre dessin, une triste réalité, c'est celle évoquée par le dessinateur américain Ed Hall. On y voit le petit Aylan, mais également le jeune Omar qui avait survécu à Alep. Un cycle de violence sans fin avec, selon le dessinateur, comme seul responsable Bachar el-Assad. Aux Pays-Bas, un livre de coloriage pour enfants laisse apparaître un dessin assez inattendu. Alors, on change de sujet. Oui, sympa, votre livre de coloriage, c'était le commentaire laissé par ce client sur la page Facebook de la chaîne de magasins Kruidvat, car sur ce dessin, on reconnaît aisément Adolf Hitler. À quoi pensiez-vous cet indigné, cet internaute, ou encore un code couleur version Reich pour cet autre twitto? Réaction immédiate des magasins, les livres ont été retirés de la vente, une dizaine d'exemplaires seulement, j'ai envie de dire, ont été vendus. L'enseigne qui regrette, je cite, une image inappropriée malgré divers contrôles, d'où la question de cet internaute, comment est-ce possible malgré les contrôles? Une enquête est justement en cours, parce que le livre en question est certes vendu aux Pays-Bas, mais il est édité par une société belge et produit en Inde. Du coup, le porte-parole de l'éditeur belge a fait une drôle d'hypothèse. Pour lui, l'homme qui a fait le dessin avait peut-être à sa disposition plusieurs personnes célèbres à sélectionner dans un autre livre. Peut-être ne connaissait-il pas Adolf Hitler, selon la société belge. C'est intéressant. Toujours aux Pays-Bas, après l'agression d'un couple homosexuel, il y a 2 élus qui ont décidé de dénoncer l'acte à leur manière. Oui, et ces 2 élus, ils se sont rendus au Parlement, main dans la main. Une action symbolique pour dénoncer l'agression de 2 homosexuels frappés la semaine dernière parce qu'ils se tenaient la main. Une histoire qu'ils avaient partagée sur leur page Facebook. L'action des élus qui répond à l'idée lancée par cette journaliste. Et si cette semaine, tous les hommes, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, marchaient main dans la main? Un appel auquel ils ont été nombreux à répondre, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Un geste très imité est devenu viral à travers le hashtag Alleman hand in hand, tous les hommes main dans la main. Ici, c'est la mission néerlandaise aux Nations Unies. Il y a eu aussi les membres de l'ambassade des Pays-Bas à Londres. Voilà, mais également à Canberra, en Australie. Donc, voilà, le vice-premier ministre néerlandais a également joué le jeu avec un autre personnage assez connu, le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem. Alors, il n'y a pas seulement eu les hommes politiques, certains s'y sont mis aussi. C'est le cas de ces membres du centre médical d'Amsterdam, des footballeurs, des employés aussi d'un magasin de vitraux, des religieux même. Il y a eu ces policiers, voilà.
les magasins de vitraux, c'est pour ici. Voilà aussi ces deux religieux, tout corps de métier, mais également différents âges, puisque il y a eu aussi les deux de ces personnes-ci qui sont membres d'une maison de retraite. Voilà, ça a concerné tout le monde. Une initiative qui est d'autant plus retentissante quand on sait que les Pays-Bas sont le premier pays à avoir légalisé le mariage pour les couples du même sexe. C'était en 2001. Merci Anthony, merci à vous encore d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, un nouveau journal sur France 24.